Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, on va parler écoulement de l'eau, on va parler de la flotte, de la flottasse. Alors, c'est parti. Alors, en amorce, j'ai cherché un petit peu la commercialisation de l'eau de source en France. Une eau de source, une eau embouteillée, toujours, ne provient généralement pas d'une source, mais d'un forage. Le véritable essor, c'est dans les années 70, à la suite du lobbying du syndicat des eaux de source, créé en 1983 par Jacques Tréherne. Statut officiel dès 89, c'est-à-dire qu'il y a eu un lobbying, ils ont dit bon, nous on produit une eau de qualité, donc à un moment faut qu'on ait des garanties. Voilà, une circulaire ministérielle de 2010 impose aux municipalités qui mettent leur eau d'adduction publique sur le marché de mentionner eau rendue potable par traitement pour les différencier des eaux de source sans traitement chimique. Il y a 3 fontaines d'eau de source à Paris. Bonne chance, vu l'état et la saleté de Paris à l'époque. Maintenant, je suis en 2021 quand je chante cette vidéo, mais je pense que quand ça sortira en 2023-2024, Paris sera toujours aussi sale. On a le puits artésien de la butte aux Cailles, la square La Martine et le square de la Madone. Alors, niveau géographie, je vous ai mis, niveau carte, je vous ai mis une carte des différents bassins fluviaux dans le monde. Voilà, ce qui nous permet d'avoir quelques petites indications sur... parce que quand il y a un fleuve, souvent, il permet un système hydrique et une hydrologie, pas que sur le lieu du fleuve, ça s'étale un petit peu, parce qu'il alimente des rivières, des petits courants d'eau et tout cela. Donc, en géographie, comme on parle de l'écoulement de l'eau, il a fallu l'étudier cela. Et comment on l'a étudié? En explorant l'hydrographie mondiale. Déjà, ça commence dès le XVIe siècle avec l'exploration européenne de l'Amazone. Là, un fleuve comme l'Amazone, tu regardes, tu observes, tu vois comment ça fonctionne, tu apprends beaucoup de choses. On a la première exploration complète du Mississippi dès 1673. On a une domestication du Rhin dans le 19e siècle. En effet, le Rhin est un fleuve un petit peu sauvage. C'est un fleuve de bonhomme. Il est viril dans son comportement. Donc, il a fallu le domestiquer parce qu'il y a eu beaucoup de légendes. Par exemple, il y avait une légende qu'une sirène appelait les marins et qu'ils allaient se fracasser sur les bords et mourir noyés. Tellement le bordel était sauvage, il fallait trouver bien une explication non rationnelle. Alors, on a la première exploration du fleuve Congo dès 1816, la découverte de la source du Nil dès 1858, qui est une histoire très intéressante. Enfin, le barrage d'Assouan sur le Nil en 1970 a modifié les équilibres hydrologiques présents dans la région depuis l'Antiquité et l'Égypte des pharaons. Alors, oui, les définitions arriveront, mais dans le développement. Donc, on a ruissellement, infiltration et nappe souterraine en premier point. Deuxième point, on va étudier les cours d'eau. Alors, pour vous parler de ruissellement, d'infiltration et de nappe souterraine, qu'est-ce que je pourrais vous faire? Je pourrais vous faire un long discours géographique, bien chiant et bien complexe. Non, un schéma. Donc, on va le prendre dans quel sens? On va le prendre dans le sens de l'évaporation. L'eau présente sur la surface de la Terre va s'évaporer, ce qui va former des nuages. Avec la circulation atmosphérique, les pressions atmosphériques. Oui, bon, voilà, tu m'as compris. Ça s'évapore, ça fait des nuages. Ça circule. Bon, à un moment, Newton la pomme, ça retourne au sol. Précipitation. Alors, ces précipitations, elles peuvent avoir 3 vies possibles. Soit elles font une hydrologie de surface. Elles ruissellent. C'est-à-dire qu'en gros, elles descendent, en mode oui. Elles descendent, elles ruissellent. Soit elles vont aller dans une rivière, dans une flaque d'eau, dans la mer, enfin où tu veux. Soit il y a une hydrologie urbaine. Cette eau s'infiltre, est pompée pour faire de l'eau potable, rejetée dans la nature après avoir fait un petit détour par l'usine d'épuration, et hop, elle retourne vers mer nature pour retourner évaporation et tout le bazar. Ou soit elle fait de l'hydrologie souterraine, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre, qu'elle rentre dans la terre et qu'elle fait partie des nappes souterraines, des nappes phréatique. Dans les 3 cas, à un moment, elle s'évaporera ou elle sera puisée, elle retombera dans les nuages, elle retombera et elle recommencera ce cycle éternellement. Alors, les cours d'eau. Alors déjà, pour comprendre comment fonctionne un cours d'eau, c'est des définitions. Honnêtement, c'est de la grosse def. La source, c'est l'endroit où une eau liquide sort naturellement du sol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'intervention de l'homme. Le lit, c'est l'espace occupé par un cours d'eau de façon permanente ou temporaire. Il regroupe 2 entités distinctes. Le lit majeur, où l'eau s'écoule avant débordement, il peut être occupé en permanence ou de manière saisonnière. Le lit majeur est la partie inondée seulement en cas de crue. La rive, c'est le bord, une étendue d'eau douce, c'est la ligne de contact entre l'eau et la terre. La bande de terre en bordure le long de l'étendue de l'eau.
l'homme aime bien aménager cette rive pour régulariser la circulation du fleuve ou de la rivière, surtout en ville. L'embouchure, c'est le lieu où un cours d'eau se jette dans un lac, une mer ou un océan. Un delta est une type d'embouchure d'un cours d'eau qu'un cours d'eau peut former à l'endroit où il se jette dans un océan, une mer ou un lac. Voilà, le delta, c'est là où ça se jette. L'estuaire, c'est la portion de l'embouchure d'un fleuve où l'effet de la mer et de l'océan dans lequel il se jette est perceptible. L'affluent, c'est le cours d'eau qui se jette dans un autre. Le confluent, l'endroit où deux cours d'eau se rejoignent. Le bassin hydrologique ou bassin versant, bassin fluvial, est l'espace drainé par un cours d'eau et ses affluents. L'ensemble des eaux qui tombent dans cet espace convergent vers un même point de sortie appelé exutoire, cours d'eau, lac, mer, océan, etc. Le réseau fluvial, là, ça, c'est les voies navigables. Le régime, c'est l'ensemble des variations d'un cours d'eau sur une période donnée. Le débit, c'est la quantité d'eau qui s'écoule, exprimée en mètres cubes par seconde, c'est-à-dire un débit en un point donné de son parcours. Une crue, c'est une forte augmentation, un accroissement du débit de la hauteur en écoulement d'un fleuve, d'une rivière, d'un cours d'eau. L'étiage, c'est le débit minimal d'un cours d'eau. Donc, si on regarde un petit peu, si on prend l'exemple du Nil, ça c'est le Nil, là on voit un petit peu que en août, septembre, octobre, ça pousse. C'est normal, parce que c'est la saison des pluies, et donc le fleuve grossit, déborde et provoque une crue. Voilà à peu près ce que ça donne quand on suit l'étiage pour le Nil, par exemple, le débit là. Là, on sait qu'en septembre, c'est là où ça pousse le plus. Alors, on atteint déjà la conclusion parce que j'ai voulu vraiment faire une vidéo courte mais efficace. Je vous ai balancé beaucoup de définitions. Vamos a la playa. Maintenant, on va pouvoir voir un petit peu cette définition dans un schéma schématique qui va nous permettre de faire le bilan de tout ce que je vous ai raconté. Donc, petit 1, on voit la source. C'est là où l'eau sort. Là, elle sort naturellement, vous le voyez bien. Bon, vous voyez bien, rive droite, rive gauche, ce que je vous ai expliqué. Le confluent est ici parce qu'on a une rivière qui se jette dans un fleuve. On le voit bien, là, c'est l'endroit où les deux se rencontrent. On a l'affluent parce que la rivière va être l'affluent du fleuve. L'estuaire, parce que ça sort dans la mer. Le fleuve, en 4. Ne l'oublions pas, la rivière se jette dans le fleuve se jette dans la mer. Un petit moyen mémotechnique, ça vous permet de vous souvenir. Voilà, par ce schéma, vous pouvez voir à peu près comment ça se passe pour un fleuve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir et beaucoup de bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!